C'est la plus jeune lauréate du prix Albert Londres. Elle est directrice adjointe du bureau de l'agence France Presse à Lagos, au Nigeria. Et son dernier livre vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche avec notre invitée Sophie Bouillon. Bonjour à vous. Votre dernier livre s'appelle Manoua Street. C'est le nom de la rue que vous habitez à Lagos, où vous travaillez donc pour l'AFP. Et vous allez nous en lire les toutes premières lignes. On vous écoute. Lagos vous rend vivant, Lagos vous tue. Ici, vous aurez tort sur tout, vous n'aurez plus raison de rien. Ici, rien ne s'explique, tout se consume. La folie de l'homme, la plus géniale comme la plus effrayante, s'exprime sans relâche, s'exerce au quotidien. De pollution et de bruit, ici, la planète respire. Lagos crée autant de millionnaires qu'elle n'envoie de pauvres au tapis. Ici, la nature abonde autant qu'elle ne s'autodétruit. Et peu importe vos croyances et vos certitudes, jamais vous n'aurez voulu tant vivre. Alors Sophie Bouillon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct de Lagos et c'est une ouverture extrêmement puissante. Justement, vous annoncez la couleur. Lagos, c'est puissant, c'est violent, ça vous dépasse. Vous racontez d'ailleurs en tout début de livre, vous citez ce chauffeur de kéké qui vous dit « Si tu te crois fort, viens à Lagos, tu verras ». C'est l'impression que ça vous a fait en débarquant au Nigeria? Oui, c'est ça. Et même pour la petite anecdote, j'ai longtemps hésité entre deux exergues et deux phrases que ce même chauffeur de kéké, vous savez, c'est les petites voiturettes jaunes là qu'on trouve en Inde aussi. Il m'avait dit quand j'étais petit, je voulais devenir poète. Et puis je suis venue à Lagos, alors je suis devenue hustler, débrouillard. Donc en fait, c'est ça, c'est Lagos, ça vous transforme. Moi, ça m'a transportée. Quand je suis arrivée ici, je travaille beaucoup en Afrique. Et c'est vrai qu'au Nigeria, on retrouve une puissance, une force qui vous exalte, en fait. Et ça a été une sorte de coup de foudre que j'ai eu pour cette ville. Et je m'y suis installée il y a 5 ans. Manoua Street, donc c'est le nom du livre. C'est aussi une façon de montrer d'une certaine manière que le Nigeria et Lagos sont des personnages à part entière, qu'ils occupent une place très puissante. Et puis il y a un lien très étroit également entre les habitants et le destin du pays. Effectivement, le pays a subi des énormes chocs après 2 grosses crises pétrolières, plus la crise du Covid. J'ai vécu ces 2 grosses récessions économiques de manière très difficile parce que quand j'étais arrivée à Lagos en 2014, le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique, c'est Wizkid, Davido, tout ça. Donc, on se disait tous Africa is rising, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que quand il y a eu les récessions économiques, pour moi, ça a été d'autant plus difficile et violent que je le vivais un peu comme un Nigérian, quoi. J'étais malheureuse, quelque part. Votre livre, justement, c'est de la littérature du réel. Vous racontez ce que vous vivez. Est-ce que c'est facile et souhaitable, en tant que journaliste, de se dissocier de son sujet ? Non, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la littérature du réel. Je cherchais exactement le terme pour décrire ce livre. C'est vraiment ça. J'écris pour l'AFP, donc nous, on écrit vraiment des dépêches extrêmement factuelles. Mais ce livre, ça a été pour moi justement l'occasion de dépasser ça et d'expliquer autre chose, en fait, et d'expliquer un peu le making-of. Qu'est-ce qui nous passe par la tête quand on est obligé de couvrir des événements tels que les déguerpissements, les délogements de population de masse, où on a des gens qui pleurent devant les caméras. Enfin, je veux dire, ça représente qu'une ligne dans nos dépêches. Monsieur Zouloum qui a les larmes qui coulent sur ses joues pendant qu'il dit ça. Voilà. Nous, en tant que journalistes, c'est très difficile parce qu'on le prend en pleine face, quoi. C'est un choc et puis on peut rien en faire. Donc ce livre, ça a été vraiment une manière thérapeutique de raconter tous ces reportages, de raconter cette vie qui est difficile et qui est riche mais qui est difficile. Et c'est vrai que la forme littéraire très narrative me l'a permis.
Vous parlez donc du Covid, hein, le livre s'ouvre d'ailleurs quasiment sur cette scène où vous avez un appel la nuit avec le premier cas de Covid qui débarque au Nigeria. Mmh. Vous Mmh. racontez également le confinement, un confinement extrêmement difficile dans un pays Mmh. qui repose en grande partie sur l'économie informelle, où les gens se saluent en se demandant comment va le travail et qui se retrouvent du coup prisonniers avec incapacité de subvenir à leurs besoins. Oui, et ce qui était d'autant plus fou, c'est que on ne savait pas en fait s'il y avait des cas ou pas. Donc officiellement, il y avait 8 cas de Covid quand ils ont déclaré le confinement, 0 mort. Mais on ne savait rien. On était vraiment à l'aveugle. Il y avait très peu de tests, etc. Toujours est-il que les gens ici qui vivent à 80% dans l'extrême pauvreté, enfin 70% dans tout le pays en extrême pauvreté, même pas pauvreté, hein, n'avaient jamais quasiment entendu parler de cette maladie, on ne connaissait pas les symptômes, et du jour au lendemain, on leur a dit, pour ne pas mourir, va falloir arrêter de travailler, ce qui a été complètement absurde, en fait, pour l'immense majorité de la population, qui n'a pas compris. Alors justement, le Covid, c'est l'occasion pour vous d'aborder certains travers du Nigeria et notamment la Mhm. corruption, avec notamment cet épisode que vous racontez d'un pillage d'un entrepôt d'aide alimentaire qui n'a jamais été distribué à la population. Ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on a l'impression, le Covid. Alors, le Covid a été totalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été vraiment comme beaucoup de pays dans le monde, ça a été un peu la soupe, la coco de minute qui a explosé. Et puis la faim, en fait, c'est la faim, parce que je pense que quand l'être humain, c'est ce que j'ai compris en 2020, c'est que quand l'être humain n'a plus à manger, il est incontrôlable. Et c'est ce qui nous a tous fait peur et ce qui nous fait tous peur ici, puisque les gens ont faim. Il y a eu des scènes absolument dantesques, mais je peux même pas. Ça a été un problème dans ce livre, c'est que je ne pouvais même pas les décrire tellement elles sont inimaginables. De pillage où il y avait 10 000 personnes qui montaient sur les toits. C'était des fourmis qui en fait trouvaient des hangars de nourriture qui n'avaient pas été distribués pendant le confinement. Alors dans n'importe quel autre pays du monde, ça aurait fait un scandale d'État. Et puis ici, ça n'a rien fait. Alors, parmi les autres fléaux endémiques du Nigeria, la question évidemment djihadiste, du terrorisme, c'est étroitement lié aussi à la question des enlèvements d'enfants contre rançon qui sont aussi très nombreux et qui se multiplient notamment ces dernières semaines. Oui, c'est sûr que le Nigeria, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais un pays de contraste. Donc c'est vrai que nous, on vit à Lagos, qui est une ville qui est extrêmement bouillonnante culturellement, qui va à toute vitesse. Et puis le reste du pays, en fait, s'enfonce de plus en plus dans l'insécurité. L'horreur a pris un nouvel échelon, c'est ces fameux kidnappings d'enfants de masse, alors qui n'est pas perpétré par des djihadistes, mais par des bandes armées qui agissent pour le profit. Le dernier kidnapping, il y a eu une quarantaine de jeunes lycéens enlevés. C'était il y a plus d'un mois, ça n'avait quasiment eu aucune résonance médiatique dans le monde. La moitié sont encore détenus. Vous évoquez aussi une scène très difficile dans le livre, c'est celle de la tuerie du péage de Lekki qui a eu lieu en octobre 2020. Donc ça, c'était contre la corruption dans la mouvance de la pandémie, du confinement, etc. Et puis, vous mentionnez cette phrase très dure du président Buhari qui dit qu'il regrette sa faiblesse vis-à-vis des manifestants. Ouais, ça a été la tuerie de Lekki. Alors, ça a peut-être eu peu d'impact en fait pour le monde extérieur, mais au Nigeria et surtout à Lagos, ça a été un énorme coup de massue. Il y a vraiment eu un avant et un après ces manifestations. Et puis, je crois que tout le monde a compris un peu où ils vivaient et qui était leur président, un ancien général qui ne supporte pas l'insubordination et qui l'a montré. Et alors, il y a une forme de rébellion positive, entre guillemets, c'est celle des personnalités engagées, notamment des artistes. Vous mentionnez d'ailleurs Fela Kuti, donc l'inventeur de l'afrobeat, son album Suffering and Smiling, qui était sorti à la fin des années 70. Il y a aujourd'hui son fils, Femi Kuti, qui est lui aussi engagé. Il y a d'ailleurs ce clip As We Struggle Every Day, qui est issu de son album Stop the Hate. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute tout de suite un extrait.
l'impression, Sophie Bouillon, que les artistes s'emparent des questions politiques de façon très intense au Nigeria et qu'ils sont peut-être plus engagés qu'ailleurs. Totalement. Et d'ailleurs, c'est très nouveau. Parce qu'après Fela, il y a eu un grand vide, c'est-à-dire que l'afrobeat, Wizkid, Burna Boy, Davido, parlaient de fêtes, de filles, enfin je veux dire comme beaucoup de musique pop. Et puis dernièrement, on a vu qu'en fait ces personnalités, ce sont des idoles au Nigeria. Les chanteurs sont des idoles absolues. Je veux dire. Autant que les pasteurs, et puis beaucoup plus que les hommes politiques. Donc en fait, cette révolte qui est née au mois d'octobre, si les téléspectateurs s'en souviennent, qui était portée par les violences policières, ont été portées par les artistes, par les chanteurs. Et c'est vrai que on a vu ça rarement ailleurs dans le monde. Culturellement, le Nigeria, c'est extrêmement puissant. Et du coup, ils s'en servent comme une voix, quoi. Alors justement, on vous a demandé votre coup de cœur artistique. Là, on a parlé des musiciens. Il y a aussi le cinéma qui est très important au Nigeria avec Nollywood par exemple. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes, plasticiens, peintres, graphistes. Et vous nous avez parlé de Youssouf Aïna. Qu'est-ce qui vous a marqué et plu dans son travail ? Je pense que c'est un peu le symbole de cette nouvelle génération. Youssouf Aïna, il est tout jeune, il a 24 ans. Beaucoup comme lui sont autodidactes, qui sont formés ou à l'université. Mais je crois que Youssouf Aïna, il s'est vraiment formé seul. Et puis, moi, je trouve que c'est osé. Je trouve que on n'a jamais, voilà, c'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Je trouve que le Nigeria arrive à inventer un art africain qui sort des clous, qui est jeune, qui est avec un message qui est transcendant. Et voilà, et je trouve que Youssouf Aïna, à travers ce visage-là, ce masque qui représente en fait l'humanité, sous toutes ses coutures, et voilà, moi c'est un art qui me touche beaucoup, mais comme beaucoup de cette nouvelle génération d'artistes nigérians. Merci beaucoup Sophie Bouillon. Vous étiez donc à Lagos pour nous parler de votre livre Manouwa Street, aux éditions Premier Parallèle. Et on va se quitter justement avec ces images de l'artiste que vous avez choisi, Youssouf Aïna. À très bientôt sur France 24.